Après une semaine mouvementée en politique québécoise, voilà que la possibilité d'élection provinciale d'ici la fin de l'année 2013 refait surface. Pour en parler, je joins dans le studio notre chef de bureau au Québec, Sébastien Boisvert. Sébastien, vous avez évoqué vous-même ce scénario il y a 3 jours, mais ça reste théorique quand même. Oui, et c'est un scénario mathématique qui veut que, il y a un fait qu'il y a des élections municipales au Québec qui vont se tenir le dimanche 3 novembre. Si, d'aventure, Mme Marois voulait elle-même renverser son gouvernement et déclencher des élections cet automne, la seule fenêtre théorique possible qui s'ouvrirait à elle serait de déclencher des élections le 6 novembre, donc un mercredi, avec la suite d'un Conseil des ministres, pour tenir un scrutin le 9 décembre. Les élections au mois de décembre, ça c'est déjà vu. Jean Charest en a déjà tenu 8 décembre, donc ce n'est pas inédit. Ça, c'est la mathématique, la théorie de la chose. Mais on ne déclenche pas des élections sur un calcul mathématique, donc on déclenche des élections sur un calcul stratégique. Et au moment où on se parle, avec les sondages qui ont été publiés ces derniers jours, oui, le gouvernement de Pauline Marois a un certain vent dans les bras, un certain vent en arrière qui lui permet de prendre de l'altitude, mais en même temps, elle n'est pas tout à fait là où elle pourrait vouloir être pour former un prochain gouvernement majoritaire. Sauf qu'il lui reste du temps, 1 mois et demi, avant de songer à déclencher ces élections-là. Bref, c'est une possibilité théorique, mais je vous dirais, au moment où on se parle, peu probable. Et quelles sont les variables qui pourraient influencer le moment pour déclencher les élections, outre les sondages? Alors, les sondages en premier, évidemment, que tout le monde regarde, même si aucun politicien ne peut les commenter lorsqu'ils sont publiés. Mais on a l'impression que Mme Marois veut se donner un air d'aller. Alors, elle parle de 3 choses, de solidarité, d'emploi et d'identité. Ce sont les 3 thèmes qui vont guider son action au cours des prochaines semaines. Alors, il y a sur l'identité, évidemment, cette fameuse proposition sur la Chambre des valeurs québécoises qui va être présentée, et pour laquelle le gouvernement pense avoir l'appui d'une vaste majorité de Québécois. Dans l'autre sondage, il y a un sondage qui nous apprenait que les 2 tiers des Québécois sont en faveur de l'élimination des signes religieux dans la fonction publique et parapublique. Alors, là-dessus, le gouvernement pense avoir touché une corde sensible des Québécois pour se rallier une partie de l'opinion publique. Sur la solidarité sociale, ben ça, il y a déjà la liste unique annoncée pour les garderies. Il y a des mesures aussi pour l'aide sociale qui seront annoncées à l'automne. Mme Marois a fait un verre tout le temps dans des entrevues qu'elle a données cette semaine en disant que la compression à l'aide sociale, c'était raisonnable, mais c'était probablement pas la meilleure idée qu'on ait eue. Donc, on veut se rattraper de ce côté-là. Et la création d'emplois, avec les chiffres d'emplois qui sont publiés aujourd'hui, entre autres, on a l'impression que c'est peut-être un peu un talon d'Achille du gouvernement, l'économie. Alors, le gouvernement veut relancer l'économie, devrait se lancer dans un vaste projet qui est l'électrification des transports au Québec, qui est le projet du 21e siècle pour Pauline Marois, qui est un peu son héritage, peut-être aussi politique au point de vue économique en fait. Alors, ce sont les 3 thèmes qui seront abordés par Mme Marois pour se donner un certain air d'aide. Et si on parlait de la tragédie de l'Atlantique, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur l'influence aussi de la décision de déclencher ou non des élections, sur la façon dont Mme Marois a géré cette affaire? Donc ça aide. Mme Marois, ça l'aide d'avoir été à la hauteur de ce qu'on attend d'un premier ministre ou d'une première ministre, et ça se reflète probablement dans les sondages. La seule fois que je fais un petit bémol, dans les sondages d'été, en général, le gouvernement monte parce que les gens n'ont pas nécessairement la tête à critiquer les actions du gouvernement. Cela étant dit, oui, à la fréquentique, et c'est toujours des... Bon, alors malheureusement, on a perdu le signal avec Sébastien Boisvert. On aura l'occasion de poursuivre, mais les gens ont fait un bon bout de chemin sur cette possibilité du déclenchement d'une campagne électorale. Bien sûr, on est moyennement. Mais d'ici là, on va parler de ce fameux sommet du G20 en Russie. La prochaine demi-heure y sera consacrée. Les États-Unis et la Russie sont plus divisés que jamais sur l'intervention armée pour punir l'origine syrienne de Bachar al-Assad de l'utilisation d'armes chimiques contre des civils le 21 août dernier. Le Canada, comme d'autres pays, veut punir mais ne veut pas intervenir militairement. Aucun consensus n'a donc émergé sur cette crise au terme de travaux. Au cours de cette prochaine demi-heure, on va faire le point sur ce qui s'est passé à ce sommet avec Julien Touraine, notre invité, directeur adjoint et chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire à haute endurance de l'UQAM, et aussi avec le journaliste Daniel Thibault sur la position du Canada. M. Touraine, bonjour. Bonjour. Alors, si vous le voulez bien, on va d'abord présenter à nos téléspectateurs un résumé de cette journée en Russie avec Bernard Lebrun et France Lebrun. Il devrait être plus
détendu, Vladimir Poutine, car à propos de la Syrie, il sort gagnant de ce sommet de Saint-Pétersbourg. De haut but. Même lors de cette photo de famille vite expédiée, les tensions sont encore lisibles. Au passage, pas un regard échangé entre les présidents Obama et Poutine. Ce G20 de 2 jours, à stricte vocation économique initialement, n'a pas permis à Barack Obama ou à François Hollande d'élargir le camp des pays favorables à une intervention militaire et surtout pas en dehors des Nations Unies. Bien sûr, lors du dîner d'hier soir, unanimement et pour la forme, les 20 pays membres ont condamné l'emploi des armes chimiques. Sur le reste, tous les opposent. Pour la Russie, l'origine du tir du 21 août est limpide. S'agissant de l'utilisation des armes chimiques en Syrie, c'est clair. C'est une provocation des insurgés. Avis radicalement opposé dans le camp des 2 pays qui aspirent à punir Bachar el-Assad. Nous avons tous les éléments de preuves qui vont dans le sens de l'usage des armes chimiques par le régime. Isolés mais solidaires. Ensemble, les 2 pays ont convenu d'attendre le vote du Congrès américain et les résultats de l'ONU avant d'agir militairement. Si le Conseil de sécurité était bloqué, la France serait prête à prendre cette responsabilité. Au bilan, le camp du non, Russie et Chine, le camp du veto au Conseil de sécurité n'a pas bougé d'un pouce. Mais pour autant, François Hollande a pu affirmer ce soir que la France n'était pas isolée, en brandissant ce papier, signé par 11 pays sur 20, appelant, je cite, à une réponse forte Et de qui il n'est pas forte, Il n'est pas mais imposé pas militaire. dans les Tout débats. est dans la nuance. Bon, alors tout est dans la nuance. J'en parle avec Julien Corin, directeur adjoint et chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis, la chaire à Haute-Europe. Quand on regarde ce qui s'est dit, vous, qu'est-ce que vous retenez de ce sommet du G20 sur la question de la Syrie? On peut retenir que le président américain Barack Obama en ressort quand même affaibli de ce G20. Il ne faut pas oublier que lorsque les discussions se sont ouvertes, Vladimir Poutine, donc le président russe, semblait manifester une légère ouverture à l'idée éventuellement d'avoir recours à une réponse forte, peut-être de ne pas opposer son veto à une intervention accordée, si vous voulez, par le Conseil de sécurité, s'il était avéré que le régime de Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques. Ce soir, on l'entend, il y a une position beaucoup plus ferme, puisqu'il en est arrivé à dire que finalement, cet usage d'armes chimiques était selon lui une provocation de la part des rebelles, et ça fait que Barack Obama retourne à Washington avec une communauté internationale qui manifeste encore plus son opposition, ce qui est d'autant plus important que l'un des arguments qui était avancé par Barack Obama et son administration pour convaincre le Congrès et la population américaine, c'était entre autres qu'il y avait un appui de la communauté internationale à une intervention. Donc Barack Obama qui en ressort très affaibli, ce ne sera pas facile devant le Congrès. Non, ça va être d'autant plus compliqué. Encore une fois, il doit convaincre un Congrès qui est sceptique. On l'a vu encore aujourd'hui. Il y a que les 2/3 des membres du Congrès, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des représentants, qui n'ont pas encore pris de décision à donner leur accord ou non à une éventuelle intervention militaire de la part des États-Unis. Ils vont être très durs à convaincre et Barack Obama va reprendre son travail de lobbying qu'il a pu mener en début de semaine. Il va le reprendre dès son retour à Washington, notamment mardi, avec un discours qui est prévu, une adresse à la nation américaine sur la discussion. Était-il nécessaire qu'il passe par cette étape-là, le Congrès? Il aurait très bien pu faire fi du Congrès et s'éviter finalement une situation qui est assez politiquement inconfortable. Oui, à la base, la Syrie est un enjeu assez peu important pour Barack Obama. C'est un enjeu dans lequel il ne veut pas se retrouver impliqué. C'est pour ça que depuis le début de la crise syrienne, c'est clairement il a eu une position effectivement en recul sur la crise syrienne. En refusant d'intervenir militairement après le 21 août, donc après l'usage d'armes chimiques à échelle un petit peu plus grande, ce qu'on avait vu au cours de l'année, et en en appelant au Congrès, il a fait de cet enjeu secondaire un enjeu majeur de la vie politique américaine, et un enjeu majeur des relations internationales, puisque cet enjeu a quand même monopolisé une bonne partie de l'attention à ce G20, alors qu'il n'était pas vraiment le sujet des discussions initiales. Et l'opinion publique américaine par rapport à cette question-là? L'opinion publique américaine, on semblait voir quelques frémissements d'être en faveur au bout de semaine éventuellement d'une intervention. Si on regarde les dernières opinions, on voit que cette opinion publique américaine est opposée à une intervention, puisque 3/4 des Américains estiment que ça ne va qu'empirer finalement la situation, que d'éventuelles frappes militaires, même limitées, comme le dit l'administration, pourraient impliquer les États-Unis dans un conflit
Syrie et les Américaines sont très majoritairement sceptiques quant au fait qu'il y ait une frappe qui pour punir Bachar el-Assad fasse en sorte qu'il ne